Magazines, livres, émissions de télé, radio, sites, internet, j'en passe et des meilleurs. Et en plus, vous en redemandez, il n'y en a que pour la cuisine en ce moment. Ce sujet vous passionne, la gastronomie vous passionne. Et nous avons décidé ce soir avec mes invités et Mathieu Chanvillard de nous poser cette question. Pourquoi, tout simplement, pourquoi vouloir imiter les plus grands chefs, lire des livres, écrire des livres, faire des chroniques partout et se passionner pour la bonne bouffe, en gros. Et j'ai quelques beaux invités, une belle brochette d'invités à vous proposer ce soir. Salut, Eric Westermann, restaurant Le Bureisel à Strasbourg. Et vous nous avez ramené ces petites douceurs qui viennent directement de votre boulangerie à Strasbourg. On y reviendra dans un instant. À côté de vous, Elisabeth Biscara. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous connaissez tous, évidemment. Vous êtes la gagnante de l'édition 2011 de Masterchef. Beaucoup de projets déjà réalisés, d'autres, nous allons y revenir. Et surtout, vous allez nous parler de votre passion pour la cuisine. Vous êtes l'exemple type de celle qui s'est complètement plongée là-dedans. À côté de vous, Daniel Zenner, il est tombé dedans quand il était petit, la bonne gastronomie. Ça va, Daniel? Salut Tanguy. Auteur et chroniqueur gastronomique, vous avez écrit des livres, commis, des chroniques. Et si vous avez sillonné beaucoup de salons culinaires dans la région et vous êtes au contact de ces gens passionnés de cuisine, vous nous raconterez. Et le plus gourmand d'entre tous, regardez le beau kouglof qu'il a devant lui. C'est Mathieu Chanvillard. Comment ça va, Mathieu? Ça va, Mathieu, ça va, Tanguy. Et puis en plus, ce kouglof cache avantageusement mes notes, ce qui donnera l'impression que je lis l'avenir et je lis truc dans le kouglof, donc c'est parfait. Vous aimez bien manger comme tout le monde, alors pourquoi vous aimeriez ça plus que d'autres choses? Moi, j'adore ça, mais alors, je suis un petit peu sceptique peut-être sur votre constat. Je sais pas si en Alsace, effectivement, alors on a une tradition gastronomique, ça c'est certain, même une grosse tradition gastronomique parfois. Je vais pas à l'heure où on enregistre cette émission vous faire l'inventaire de toutes les spécialités. Ça c'est un petit peu tôt quand même dans la journée. Je sais pas aussi si l'Alsace est encore une région vraiment riche, en tout cas riche en calories, ça c'est certain. Quand je vois notre taux de cholestérol qui augmente plus vite que le prix de l'essence. Mais alors la question c'est effectivement, est-ce que ça marche de mieux en mieux? Est-ce que les audiences sont meilleures? Est-ce qu'on est de plus en plus branché cuisine, terroir, tradition, etc. Ça, honnêtement, je suis pas complètement certain. En tout cas, c'est pas valable pour tout le monde. Il y en a quand même encore plein qui cuisinent comme des pieds. Regardez nos trois grands chefs régionaux, Richert, Kennel, Butner, conseil régional et départemental, qui ont essayé au mois d'avril de nous servir leur nouvelle soi-disant super choucroute conseil unique. C'était apparemment la nouvelle version, la cuisine fusion des départements, bien sûr. Alors bon, c'était un peu compliqué. On a essayé d'y croire. Bon, tu parles, ça n'a pas marché du tout. Eric Westermann aurait pu leur dire, lui, que justement la cuisine à trois sur le même plat, sur la même assiette, c'était le bordel, ça pouvait pas fonctionner. Résultat, ils se sont un peu bananés. C'était le bordel en cuisine. Les deux premiers ont accusé le troisième d'avoir craché dans la sauce. Ils se sont présentés devant les électeurs tous à table là avec leur plat, même pas convaincus eux-mêmes que c'était bon et que ça avait de la saveur. Résultat, les Alsaciens pas fous sont nombreux à pas être venus s'asseoir à la table du référendum. Et puis ceux qui étaient assis, la majorité a poliment renvoyé l'assiette en cuisine. Non, bravo les cuistots. Vraiment pas terrible. Pourtant, l'Alsacien est gourmand, ça c'est à peu près certain, on est tous d'accord. Puis on mange de tout en plus, on n'est pas vraiment difficile, même quelle que soit l'année, la saison, etc. Regardez là, on est à l'été 2013. En début d'année 2014, il y a les élections municipales. Plein de jolies mairies en forme de gâteaux à se partager. Évidemment, ça en fait saliver déjà beaucoup. Regardez à Strasbourg par exemple. Alors Roland Ries, qui avait déjà pris une part de mairie, pourtant même deux, il y a quelques années. On lui a dit, il avait promis de ne pas en reprendre, de ne pas y retoucher. Non, plus jamais avait-il dit. Puis on lui dit, bon, Roland, t'es pas si jeune. C'est mauvais pour tes artères, tout ça, rien du tout. Il est gourmand, Roland Ries. Alors du coup, il en veut encore une part pour 6 ans. Et puis pareil à droite, ils sont déjà 3 candidats, Jean-Emmanuel Robert, François Loos, Fabienne Keller. On attend évidemment le menu de Robert Grossman, qui a eu souvent d'ailleurs par le passé les yeux plus gros que le ventre, ce qui n'est pas peu dire. Alors, est-ce qu'avec la crise, il y a un regain d'intérêt pour la cuisine version terroir? C'est aussi une question de prix, il faut quand même bien l'avouer. C'est vrai que quand on prend un produit local qu'on va acheter à la ferme à côté de chez soi, qu'on l'achète directement au producteur, il y a des chances qu'il soit un peu moins cher que le kiwi de Nouvelle-Zélande, même si peut-être qu'il aura quand même moins de goût. Alors, je pense que c'est pour ça au fait que le Racing marche aussi bien, parce que quand on fait 20 000 spectateurs pour un vieux match de 4e division, un vieux fade 0-0 sans saveur contre Mulhouse, non, là vraiment... Je pense que le Racing, en fait, c'est un peu le McDo du football. Ça fait une sortie sympa, c'est pas cher, ça ruine pas les parents. On est très loin du Paris Saint-Germain et de la Ligue 1, version 3 macarons Michelin, où chaque match et chaque ticket vous coûte un bras. Non, je pense que consommer local, effectivement, ça a de bon côté. Est-ce que ça vous étonne de voir autant d'Alsaciens, de Français, enfin tout le monde, être passionné à ce point par la cuisine? Le nombre d'émissions à la télévision se développe. On en a une chez nous, c'est Chef à bord qui marche très bien. Justement, ça a été le point de départ. Il va y avoir une émission sur la pâtisserie qui va démarrer sur France Télévisions. Les bouquins se vendent comme des petits pains. Ils sont très souvent classés numéro 1 des ventes dans les librairies. C'est un truc qui vous étonne, ça?
Ah non, c'est génial. C'est vrai que le français, on est quand même les champions du monde de la bouffe, on peut l'appeler comme ça. Donc tout ce qui tourne autour de la table, c'est important. Alors ces dernières années, c'est sûr que l'importance de la table, je crois, s'est accrue. Grâce à la médiatisation de nombreux chefs, ça a commencé par le plus illustre d'entre eux, Paul Bocuse, qui a fait que la cuisine française ait pu avoir cette aura à travers le monde, et puis ça a continué, développement des médias, puis ensuite bien sûr toutes les compétitions autour de la cuisine n'ont fait que couvrir plus largement nos portes, et c'est un bienfait. Il y a cette petite remarque de dire « je veux cuisiner aussi bien que les chefs ». Vous avez ça en face de vous? Oh, c'est rigolo, de temps en temps, les clients, hommes ou femmes d'ailleurs, parce que la cuisine est peut-être presque plus homme que femme ces dernières années. Donc des clients qui me disent c'était bon, mais pourquoi j'arrive pas à faire ça aussi bien à la maison? Je dis, quelque part, heureusement, parce que c'est un métier. Non, mais bon, il y a deux choses différentes, je pense. Aimer cuisiner et être très doué pour soi, pour ses amis, pour faire plaisir, et en faire son job. Parce que gérer un repas de famille, même si c'est loin d'être évident, quand on a une quinzaine de convives à la maison, on s'organise, on commence la veille, voire l'avant-veille. Faire ça pour 60, 70 couverts, et on ne sait pas ce qu'ils vont manger avant, c'est un peu plus sport. Et donc, oui, effectivement, c'est un métier, c'est l'organisation, c'est du savoir-faire, voilà. C'est devenu le métier d'Elisabeth, on peut le dire. C'est votre fonds de commerce aujourd'hui. La cuisine, oui, mais c'est vrai que ce que vous dites, là, pour moi, c'est hyper important parce que les gens pensent qu'en participant ou en gagnant une émission de télé, on devient chef. Moi, je me bats depuis 1 an et demi maintenant que j'ai gagné pour dire non. On a prouvé qu'on était passionnés, que voilà, on a peut-être plus de facilité que certains, mais moi, ça fait 1 an et demi que je me forme. Vous vous considérez toujours comme amatrice? Alors maintenant, on va dire non. Mais j'ai passé 1 an de formation à l'école de Notre à Paris, je multiplie les stages chez des grands chefs, je le fais discrètement, je dis rien à personne, mais en attendant, je le fais parce que, comme vous dites, ça n'a rien à voir de cuisiner pour 10 copains le samedi soir qui viennent faire la fête, et puis pour des clients qui vont venir, et puis même tout ce qui est gestion d'entreprise, enfin bon, c'est un vrai job. Eric le disait tout à l'heure, est-ce qu'on a autant de plaisir à faire ça maintenant qu'il y a quelques années quand vous étiez infirmière et que vous cuisiniez pour les copains? Je prends plus de plaisir aujourd'hui. En plus, ça devient plus facile parce que les choses qui avant étaient techniques, je les maîtrisais pas, maintenant je les maîtrise, et c'est pour ça que les clients disent je sais pas faire. Heureusement, c'est un vrai métier qui s'apprend, on s'improvise pas cuisinier ou pâtissier ou boulanger, peu importe, comme ça du jour au lendemain. Donc non, moi j'ai plus de plaisir aujourd'hui parce qu'en général ça marche ce que je fais, donc je suis contente. On va parler de bouquins dans un instant. Daniel, ça fait longtemps que vous sillonnez les salons, que vous écrivez des livres. Est-ce que vous avez remarqué que depuis quelques années, effectivement, il y a un renouveau, un engouement, je ne sais pas trop comment dire, autour de la bonne cuisine alsacienne française? Disons qu'il y a un engouement par rapport à la médiatisation sur les télé-réalités, oui, sur M6, TF1 et j'en passe. Donc ça apporte un bon côté, ça fait découvrir le métier un petit peu aux gens. On parle de cuisine comme on parle d'autre chose, ça devient tout à fait normal en société de parler de cuisine. Mais en ce qui concerne les Alsaciens, on a toujours été de Voltaire à Rabelais, partout dans les chroniques, on disait voilà, l'Alsacien, il aime ripailler, il aime faire la fête. Il y a des grands prédicateurs comme Gaillard de Kaiserberg qui se plaignaient déjà au XVe siècle de cette passion qu'avaient les Alsaciens pour manger. Donc c'est vraiment, on a une double culture latine en même temps, bien germanique, et on aime manger, c'est quelque chose d'inscrit dans nos gènes d'Alsaciens. Au-delà des envies, au-delà de ripailler, au-delà de se faire plaisir, est-ce que cette passion pourrait dénoter une sorte de repli sur soi? J'ai besoin de faire des choses moi-même, j'ai plus trop confiance, j'ai peur, la crise, etc. Je cuisine moi-même, c'est moins cher. Est-ce que vous sentez en filigrane ce genre de réflexion derrière? Les scandales alimentaires, on en a l'appel. Donc quelque part, ça sert l'économie locale, la gastronomie. Oui, bien sûr. Les gens en ont marre de manger des cochonneries industrielles, donc ils se rabattent, ils reprennent le panier, ils vont au marché, ils ont envie de savoir ce qu'ils mangent eux. Et on a conscience maintenant de l'impact sur la santé par rapport à ce qu'on mange. En Asie, il y a toujours un rapport entre ce qu'on mange et la santé. On a été longtemps en décalage avec ça, maintenant on y revient. Et on s'aperçoit qu'on est en très bonne santé quand on mange frais, quand on mange tout ça. Et les cuisiniers comme Eric d'ailleurs et d'autres, ils sont à la page, ils écoutent le client qui a envie de savoir ce qu'il mange déjà, terroir, saison, comme nos parents à l'époque, et les produits de qualité, les produits frais.
Et ça, c'est important, c'est une notion qui revient à la mode. Avec en plus cette ouverture sur la cuisine du monde, on a une influence aujourd'hui des sashimi. Il y a 20 ans, si on en proposait ou les sushis, on n'en voulait pas, on prenait les gens pour des fous. Aujourd'hui, couramment, on mange des sashimi, des sushis, des carpaccio, de Saint-Jacques, de Carlet, de tout ce qu'on veut. Donc il y a une évolution vers le monde aussi, et on revient vers une cuisine très terroir, saison et plaisir. Il y a une prise de conscience. Est-ce que vous mangez comme vos parents, par exemple ? Ma mère mange bien. Mais oui, moi, ce que j'adore, c'est la cuisine, on va dire, traditionnelle, mais un peu au goût du jour. Alors, revisiter, je déteste, ça veut rien dire. Enfin, pour moi, ça veut rien dire, après, voilà. Mais j'aime bien, une bonne sauce, ça reste une bonne sauce. Un vrai jus, ça reste un vrai jus. On peut pas, d'après moi, changer. Voilà, il y a des bases, des fondamentaux. Maintenant, ma mère mangeait pas de sushi, typiquement. Après, moi, je pense qu'il y a aussi surtout la notion de plaisir. Moi, je me mets en tant qu'amateur, du coup, si je reste comme j'étais avant. Moi, c'était un plaisir, mais vraiment un bonheur de passer, je sais pas, mon samedi en cuisine toute la journée et le soir de recevoir mes amis. Il y a une petite fierté quand on vous dit c'est bon, comme quand on fait une tarte et qu'on dit maman, elle est bonne ta tarte le dimanche, c'est exactement pareil. Il y a ça. Il y a effectivement, alors je suis infirmière, donc je sais que c'est super important pour la santé. Vraiment, on le voit, les gens, quand on mange beaucoup, quand on mange souvent au resto, on n'est pas bien. Enfin, dans des restos, je parle lourd. Il y a un moment, il faut qu'on mange sain, c'est important pour l'équilibre. Et moi, c'est surtout la notion de plaisir, quoi, de partage, voilà, qui d'après moi, sont des valeurs qui reviennent au goût du jour, qu'on avait peut-être un petit peu oubliées et qui reviennent vraiment. Enfin, des valeurs qui sont totalement associées à la table. Hein. Voilà. Le partage, le plaisir, pour moi, c'est la base, en fait. C'est la base. Hein. Partage, plaisir, mais la prise de conscience, quand même. Ok, par de mondialisation, prise de conscience, c'est un peu nouveau, ça, ces thèmes-là. Oh, on ouvre les yeux, souvent c'est déjà un peu tard. Scandale de lavage de cheval, de la viande de cheval. Il faut pas être non plus totalement aveugle. J'achète une lasagne de je ne sais quelle marque à un prix défiant toute concurrence. Comment j'arrive à avoir ce prix-là ? On a vu comment on y arrive. Et on l'a su. Non, et puis il faut lire les étiquettes aussi. Hein. Enfin, moi, c'est un truc que j'ai toujours fait, qui scandalisait à chaque fois mon mari, qui me disait mais arrête, tu passes 2 heures à faire tes courses. Savoir ce qu'il y a comme ingrédient. Ouais. Mais c'est un truc de fou. Quand on commence à s'intéresser à ça, on lit alors colorant, acide machin, E412, E600. Moi, je prends pas ça. J'ai jamais pris, mais même avant MasterChef, même avant tout, parce que je me dis ça doit pas être bon, quoi. Ça doit pas être bon pour le corps, ça doit pas être bon pour les enfants. Donc, il suffit juste déjà de lire les étiquettes. Et je pense que tout le monde peut se permettre de faire ça. Bah ouais, ça prend juste un quart d'heure de plus quand on fait ses courses, quoi. Mais après, on va vous dire oui, mais est-ce que cuisiner soi-même, ça coûte plus cher que d'acheter un plat cuisiné à 3,40 € comme tu le disais tout à l'heure? On peut tout faire. Hein. Si on cuisine du turbo, de la langoustine ou du homard, ou si on achète une lasagne surgelée, c'est sûr que ça coûtera plus cher. Mais par contre, on peut se faire plaisir pour pas plus cher. Ça prendra peut-être un peu plus de temps. Si on le fait soi-même, et encore un peu plus de temps, c'est même pas sûr. Il y a la fierté, il y a le alors, je sais pas si c'est que chez moi que ça se passe comme ça le week-end, mais la cuisine c'est bien souvent un lieu d'échange, de rencontre. J'habitais auparavant sur Strasbourg. On avait une toute petite cuisine qui devait faire, je sais pas, 3 mètres carrés. On arrivait à se retrouver à 7 ou 8 là-dedans. Parce que c'est le lieu dédié à de l'échange. Dire convivialité partage, finalement, c'est quand on voit un petit peu ce qui se passe en ce moment dans une société un peu déshumanisée, c'est ce qu'on dit. C'est finalement les valeurs qui manquent un peu au boulot, par exemple, en ville ou centre-ville, etc., dans les transports en commun. Mais la cuisine devient un art de vivre. C'est marrant. Mais ça, c'est nouveau, ça. C'est nouveau parce que déjà, ce qui était un complot écologiste il y a 30 ans, c'est-à-dire le réchauffement climatique, les pollutions, on saccage les mers, on les pille complètement. Aujourd'hui, c'est une réalité. Donc les gens prennent conscience, ah oui, bilan carbone, ce qu'on mange, un truc du Brésil, ça fait 3000 km en avion. Il y a une prise de conscience par rapport à ça. Et quand on voit aujourd'hui les circuits courts, l'économie locale, les marchés du terroir, les AMAP, les ruches, des mouvements comme Slow Food qui prennent du dessus, ça sert un petit peu aussi ça, ce plaisir de revenir cuisiner, de revenir à des choses concrètes qu'on avait dans le temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, je crois, qui est là aujourd'hui. Une prise de conscience des gens. C'est des choses qui vous touchent, ça, justement, circuit court, slow food, ce genre de principes qui n'existaient pas il y a quelques années et qui ne sont pas non plus montrés dans les émissions de télé dans lesquelles vous avez participé. On ne peut pas dire que chez MasterChef ou sur M6, on fasse l'apologie de ce genre de choses. On ne peut pas tout montrer. Après, si on pousse même le truc un petit peu plus loin, les gens maintenant jardinent de plus en plus. Jardinent des fleurs, certes, mais aussi leur potager. Et c'est vraiment, je pense, le bout du cheminement, c'est-à-dire je cultive mes légumes que je vais cuisiner, que je servirai à mes amis.
disait nos grands-parents. Exactement. Ce que bien, moi j'ai vécu. Et, Comme ça, la boucle est exactement. bouclée. Mais c'est exactement ça. Et ça, de plus en plus, je travaille avec des jardiniers, enfin des jardineries qui m'ont dit c'est un truc de fou, ça explose grâce aux émissions comme Masterchef, Top Chef, Dîner presque parfait et puis plein d'autres. Voilà. C'est un nouvel art de vivre qu'on apprend. Il y a beaucoup de cours dans la région qui existent. Vous donnez des cours dans les ateliers du Bure-et-Isel. Alors j'ai regardé sur le site internet, le dernier était complet. Ils sont tous complets, toute tout le l'année temps quasiment. complets, Hein. Alors c'est sûr que nous, les cours de cuisine au Bure-et-Isel, moi j'ai pris le parti de faire aux élèves, aux stagiaires ou comme on voudra les appeler, mais qu'ils fassent tout du début à la fin. Donc on se limite à 7 personnes maximum en cuisine. On le fait les dimanches, on est fermé le dimanche puisqu'on a besoin de la cuisine. Et alors c'est moi qui l'ai dispensé pendant une paire d'années et depuis maintenant quelques années c'est Fabrice Touré, mon chef, Qui a proposé au dernier cours du homard bleu de Bretagne, c'est la rôti saison. au petit pois et girolles. C'est la saison. Le homard en ce moment, il y a une pêche phénoménale, il est pas cher du tout. Les petits pois qui viennent de chez Marthe Keren dans le Korosberg, c'est à se damner avec quelques girolles, mais attendez, c'est génial. Donc c'est vrai que les clients, les stagiaires qui sont venus dimanche dernier pour ce cours, ils ont vu que c'était effectivement pas compliqué dans la mesure où on a les beaux produits. Hein. C'est sûr que faire un plat comme ça avec du homard d'élevage canadien, ça marchera pas, ça m'irait pas. Il y a qui en face de toi dans ces cours? En face, il y a de tout. Alors, il y a déjà pu y avoir aussi des cours pour des entreprises. J'en ai fait 2 fois. Il y a des gens qui se font offrir des bons cadeaux, incluant donc ce cours de cuisine. Alors, bien souvent, c'est des gens qui ont un attrait à la cuisine, qui adorent ça et qui débarquent. Ils sont dans la cuisine avec tout notre matériel. Déjà là, on a fait un bon bout du chemin. Et un jour, il m'est arrivé, pour la petite anecdote, de recevoir un stagiaire qui me dit, mais écoutez, moi, la cuisine, rien à cirer. Je dis, oh là 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 là, la journée va être longue. Eh ben, il était parmi les autres, et ce monsieur était un guéluron. Il n'a pas arrêté. Il nous a mis une ambiance de folie. Donc même celui, à la limite, qui n'a pas d'attrait pour la cuisine, ce jour-là, il nous a fait passer un très bon moment. Ils sont là pour apprendre, pour chercher la performance ou pour se faire plaisir, comme vous le disiez avant? Pour apprendre, souvent, ce qui leur manque, c'est des tours de main. C'est quand on dit, là, on aura fait un jus de volaille. Je dis, mais ça, je peux pas le faire à la maison. Mais pourquoi on peut pas le faire à la maison? Le poulet rôti du dimanche, bien souvent, on a mis ça dans une cocotte. L'état de la cocotte à la fin de la cuisson, on pense déjà à celui qui va la frotter. On concasse notre carcasse, on met un tout petit peu d'eau dans le fond de notre cocotte, on y met le couvercle tout gentiment sur le coin du piano. Ça va me faire un pré-lavage. Je vais réussir à tirer un petit fond de quelque chose, mais un petit fond de quelque chose qui aura du goût. Je mettrai ça dans un petit rack à glaçons. On se trompera pas avec le Ricard pour le coup d'après. Hein. Et puis de temps en temps, j'ai besoin. J'ai un début de vrai jus de volaille. Donc on peut le faire. Mathieu, allez-y. Pendant ce temps, je choisis une bonne recette. Les 3, c'est d'Elisabeth. Le chef, celui qui sait cuisiner, il a une forme de noblesse, de hauteur quelque part. Hein. Enfin, on voit ce que disait Tanguy, il y a une forme d'admiration, de respect et tout. Enfin, c'est comme une profession, je pense, qui est valorisée ou peut-être plus valorisée qu'avant. Juste, la question, c'est comment est-ce qu'on va plus loin maintenant? Est-ce que c'est juste un truc de regarder les étiquettes, faire son petit potager, faire le compost? J'ai commencé, tout le monde peut le faire. Comment on va plus loin? Comment on démocratise ça? Est-ce que c'est pas un truc un petit peu est-ce que c'est pas un truc de bobo un petit peu? Comment est-ce qu'on peut aller encore plus loin et vraiment généraliser ça vraiment à tout le monde aujourd'hui? Oui, c'est vrai. Est-ce que tout ça, c'est pas un truc de bobo? Je crois que effectivement, il y a un effet de mode qui tourne autour de la cuisine. Faut pas se leurrer non plus. Maintenant, peut-être que demain, ce seront les menuisiers qui seront mis à l'honneur, parce que pour moi, j'ai beaucoup plus de respect pour le menuisier qui va attaquer son morceau de bois au ciseau dans tous les sens et à réussir à sortir quelque chose de magnifique. Je dis waouh, lui c'est un artiste et chapeau. Nous, on travaille les produits. Le gros de la difficulté en cuisine, c'est de trouver les produits et ensuite d'essayer d'y toucher le moins possible. Les meilleures recettes d'Elisabeth, c'est son premier bouquin paru il y a quelques mois. Elisabeth, ce soir, je viens chez vous et vous me faites Saint-Jacques au champagne tombé de poireaux. Facile. Facile. Je vais chez le poissonnier, je prends des Saint-Jacques, du champagne, je mets dedans et je coupe des poireaux. Donc il faut acheter le livre là, Tanguy. Il faut le lire en tout cas. Il faut l'acheter mais il faut le lire.
Combien de temps de boulot pour ce bouquin? C'est 6 mois de travail, un livre. L'écriture des recettes, c'est une chose, mais après, il y a tout ce qui est photos, les essais, bien sûr, voilà, au préalable, et puis la rédaction, et puis les photos, la mise en page, voilà. Et le deuxième est en préparation, ce sera sur les macarons. Il y a déjà une recette de macarons dedans, je crois. Oui, mais en fait, les gens me connaissent beaucoup pour mes macarons, et donc j'ai une grosse demande de la maison d'édition. Ce livre-là, j'ai de la chance, se vend très bien, et donc on m'a demandé de faire un livre que sur les macarons. Donc là, je l'ai terminé, enfin j'ai terminé les recettes. Maintenant, on va faire les prises de vue. Donc je pense fin d'année, il sortira. J'écris le 3e. Voilà, et puis sinon... Macarons, c'est un peu comme les sushis, c'est la mode du moment. Écoutez, à Paris, ça fait 15 ans que c'est la mode. Mais vous êtes en province, madame. Non, mais donc, non, je discutais avec Christophe Felder, qui est alsacien et qui voyage dans le monde entier. Il me disait, ça n'arrêtera pas, ça n'arrêtera pas. Lui pense que ça n'arrêtera pas. Je sais pas si ça s'arrête, on fera autre chose. Hein. Eric, est-ce que Elisabeth fait du bien à la cuisine? Est-ce que, je m'explique. Attention, Eric. Attention. Est-ce que trop de cuisine, je parlais des magazines, des radios, des télés, des chaînes de télé, des sites internet, des séries, des machins. Maintenant, je fais une émission sur la pâtisserie. Demain, ce sera sur les entrées. Après, sur n'importe quoi. Est-ce que c'est trop ou pas? Est-ce que elle vous rend service d'une certaine manière? Alors, non. Je vivrais très bien. Nos clients aiment bien manger le soir aussi. Donc je travaille le soir et il m'est difficile de me mettre devant la télé pour regarder telle ou telle émission. Ceci dit, je me suis quand même un tout petit peu tenu à la page et je dois dire que quand les premières, alors je mélange tout, Masterchef, je suis paumé, chef, dîner presque parfait, il y a tout qui se mélange chez moi. Mais bon, j'ai été attentif au début où ces émissions sortaient et je me suis dit, oula, les premières années, alors certes, on parle énormément de la restauration, mais c'est pas en bien. Je dis, mais qu'est-ce qu'on montre là? L'armée à côté, c'est de la rigolade. C'était ahurissant. Je dis, mais attends, c'est pas comme ça que ça se passe dans une cuisine. Il me fait un bœuf bourguignon en 3 minutes. Je voyais des chefs avec lesquels j'ai travaillé. Je me dis, attends, mais c'est pas lui, c'est pas possible. Eric, moi, tu sais. C'est vrai. Et je me suis dit, oui, là on part dans tous les sens. Et je crois que, enfin je crois pas, je suis sûr que l'évolution de ces émissions est allée dans le bon sens. Là, ce que j'ai pu en voir, encore une fois, avec tous les bémols, parce que je suis pas très attentif, va vraiment dans le bon sens et sert aussi bien la restauration que la cuisine en général. Au début, j'ai eu très peur. Vous faites du carpaccio de Saint-Jacques à la lavande chez vous, Beurre-Isle? Ouais, mais le problème, c'est que la Saint-Jacques, en ce moment... C'est pas le moment. Alors, j'essaye encore. Truffe au chocolat aux œillets d'Inde. Ah bah écoute, on va essayer. Je donne le livre de Daniel Zenner, Gastronomie et plantes des jardins. Alors là, on est quoi, dans la gastronomie régionale avec les plantes bien de chez nous? On parlait de jardinage avant? Gastronomie universelle. Les plantes là que je travaille, il y en a 50 que tout le monde a dans son jardin. C'est des plantes de culture. Il y en a autant qui viennent d'Asie, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud. Je vais chez mon jardinier, je lui demande une glycine, il me demande pourquoi. Je dis c'est pour la manger. Oui, ça posera aucun problème. Non, mais moi j'ai travaillé avec des horticulteurs qui maintenant prévoient une gamme de produits. Et là, je travaille en ce moment avec un institut de recherche basé dans les Vosges, national, et qui développe 125 variétés de fleurs comestibles. J'y étais avant-hier. Et je travaille avec eux sur toute la partie gustative, etc. Et ça se développe beaucoup parce que le cuisinier, il se dit, tiens, il achète des herbes très chères d'Asie ou des fleurs. Il y a maintenant une vingtaine de fleurs différentes qu'on trouve pour les professionnels, alors qu'on a tout à côté. On cherche ces terroirs, ces saisons. Je pense à un producteur de safran dans le Haut-Rhin. Bon, il y en a maintenant 6. Oui. Il y en a 6 en Alsace, des producteurs de safran. D'ailleurs, il y a une recette sur le safran là-dedans. Le safran, c'était, avant le XIVe siècle, c'était une terre, l'Alsace était une terre de safran. Ça a été interdit par, attendez voir, qui c'est? Au moins. Quel numéro? Non, c'est un grand, non, c'est un roi qui avait interdit. Un copain? Non, il brûlait à Mulhouse en place publique les gens qui fraudaient le safran. Je ne sais plus qui exactement, mais c'était une terre de safran, l'Alsace. Et voilà, donc on replace les choses dans leur contexte historique. Dernière question, Mathieu. Et on va enfin se lâcher sur le peu vissé sur la fin, comme dit, jusqu'où ça peut aller, est-ce que comme dit cette mode peut continuer, est-ce qu'il n'y a pas une mission d'intérêt général c'est ça, qu'on arrête d'acheter des barquettes dégueulasses, industrielles et tout, comment est-ce qu'on peut encore éduquer les gens? C'est une mission d'intérêt général, ouais. Je sais pas si on peut dire barquette dégueulasse, ça me semble un peu hasardeux. Je crois qu'il y a aussi dans les industriels des gens qui font très bien avec des produits qui tiennent la route. Maintenant, il faut tout simplement savoir ce qu'on veut.
Est-ce que je veux connaître la personne qui m'a fait la farine pour pouvoir faire cette baguette, ce Ramcourt ou ce Kouglof, qui a un petit meunier à Dossenheim sur Zinsel, ou est-ce que moi, je m'en fous de la farine, c'est de la farine. Les industriels sont là, et heureusement qu'ils sont là, parce que sinon je me demande ce que beaucoup mangeraient. Maintenant, je pense que ça peut aussi leur mettre un petit coup de pied aux fesses pour dire, bah tiens, allez, on a peut-être un peu déconné, et maintenant on va retrouver la raison. Et tu vois, Eric, aussi, quand tu fais ce Kouglof avec la farine de Dossenheim, c'est une farine fraîche. Ouais. Et ça a un goût incroyable. Quand une farine traîne pendant 2 mois dans un paquet, ou plus, souvent, hein, c'est pas bon. Alors que là, tu as un goût de farine, un goût de blé, qui est tenu. On s'est battu, là, on a ouvert avec mon frère Jean une boulangerie rue des Orfèvres, ça fait un peu plus d'1 an. Pour nous, le nerf de la guerre, c'est le produit. Ouais, voilà. Et on ne peut pas y déroger. Alors on a cherché des essais, on en a fait un wagon. Mais c'est vrai que les fruits secs ou les raisins qui sont dans ce Kouglof, on n'a pas acheté le premier prix, alors que financièrement, ça aurait peut-être été intéressant. C'est pas la sultanine, hein. Ça se voit d'ici. La crème qui est sur ce Ramcourt, c'est une vraie crème double qui coûte plus cher qu'une crème pasteurisée. Et malgré la crise, aujourd'hui, les gens sont prêts à mettre plus d'argent là-dedans qu'aller dans la boulangerie à côté. Et c'est pas plus cher. C'est pas plus cher. Mais non, venez. Rue des Orfèvres à Strasbourg. Rue des Orfèvres, à côté de chez Cyril Leroux, le mof fromager de Strasbourg. On représente ça, Daniel Zenner, gastronomie et plantes des jardins. Donc, vous allez chez votre jardinier, vous lui demandez des œillets par exemple, et puis Daniel vous expliquera. Dans votre jardin. Oui, tout à fait. Ou chez le voisin. Ouais. Et les meilleures recettes d'Elisabeth. Bientôt les macarons, bientôt le salon de thé. Vous viendrez ici nous le présenter. Merci beaucoup Elisabeth, Daniel, merci. Eric, merci, salut d'avoir participé à cette émission. Mathieu, je vous souhaite bon appétit. Laissez-nous un petit bout de Kouglof quand même. Excellentes vacances. On se retrouve très vite. Patrick, continuez.